2 petites minutes et on démarre, s'il vous plaît. Au nom de la Bourse de Casablanca, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour ce webinaire qui s'inscrit dans une série de plusieurs workshops que nous organisons depuis le début de cette période difficile et qui intervient en réponse à une situation des plus critiques pour le monde, pour notre pays, pour nos familles et nos entreprises. Et comme vous le savez, c'est toujours pour moi un réel plaisir d'être parmi vous, et ce, même par visioconférence. Il y a encore quelques mois, qui aurait pu croire que nous puissions vivre une situation aussi inédite? Dans ce contexte d'incertitude et empli de beaucoup de doutes, plus que jamais, comme diront les anglo-saxons, cash is king. En effet, la crise actuelle a montré le besoin d'avoir une gestion optimale et fine de sa trésorerie. Et toutes les entreprises, je dirais, quelle que soit leur taille, petites et grandes, sont bien sûr concernées par ce point. Ceci impose de repenser les priorités et de se recentrer sur ce point central pour pouvoir gagner en résilience. Jusqu'à il y a quelque temps, le chiffre d'affaires était l'indicateur majeur pour les entreprises et le centre des priorités. Aujourd'hui, le contexte nous a obligés à nous adapter et à changer de paradigme. Et c'est pour cela que nous avons voulu que ce webinaire soit un moment d'échange et de réflexion pour nos entreprises élites. Et nous avons invité pour cela mesdames Sophia Benis et Souad El-Helfi du cabinet PwC, que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté d'animer ce webinaire pour nous aider à essayer d'y voir un peu plus clair sur ce sujet particulièrement stratégique et crucial. Merci Sophia et Souad d'avoir répondu présente pour intervenir et pour partager avec nous vos expériences respectives et vos recommandations pour aider nos entreprises. Je vous cède donc Sophia et Souad la parole pour vous présenter. Merci Silma. Bonjour à toutes et à tous et ravi pour ma part de participer à ce webinaire autour des enjeux de liquidité absolument importants, comme vous le soulignez effectivement Silma il y a quelques secondes. Pour ma part, donc, je suis Sophia Bnis, je suis directrice transactions au sein de PwC au Maroc. Je suis spécialisée dans l'accompagnement d'entreprises dans leurs projets d'acquisition ou de cession, mais également dans l'accompagnement d'entreprises en difficulté, dans le cadre de la gestion ou la prévention en fait de situations complexes liées typiquement à des revues indépendantes dans le cadre de levée de financement ou sur des sujets de prévision de trésorerie ou d'optimisation de BFR. Et je laisse Souad se présenter également. Merci Sophia, bonjour à tous. Donc, je suis également ravie de contribuer aujourd'hui à cet atelier de partage. Donc moi, je suis avocate associée, spécialisée en réorganisation et restructuration d'entreprises. Et plus que jamais, aujourd'hui, nous sommes, en tant que cabinet de conseil juridique et fiscal, interroger sur l'impact de ces situations de sortie de crise et de restructuration sur les différents volets que peuvent être les contrats, le droit social. Et on aura l'occasion au cours de cet après-midi de partager sur j'allais dire, les best practices et recommandations. Merci mesdames. Donc peut-être pour rentrer très rapidement dans le vif du sujet, j'adresserai ma première question à Sophia. Peut-être pour commencer, en quoi pour vous la gestion de la trésorerie est un élément clé dans le contexte actuel? Et est-ce que vous pourriez aussi nous parler des bonnes pratiques ou des actions qui pourraient être menées par les entreprises
pour faire face à la crise et pour justement gagner en résilience. Tout à fait. Alors, effectivement, comme vous le disiez en préambule et en introduction, cette crise est assez inédite. Assez inédite, elle ne ressemble à aucune autre de par son ampleur, de par les incertitudes qu'elle amène. Et aujourd'hui, les entreprises, quelle que soit leur taille, rencontrent en fait des problématiques assez inédites, marquées par un arrêt partiel ou total de leur activité, par des perturbations majeures des chaînes d'approvisionnement, de distribution et de production, parce qu'effectivement, on observe un léger frémissement et une reprise qui s'amorce, mais c'est une chose en fait de pouvoir s'approvisionner ou se réapprovisionner, c'en est une autre de pouvoir produire normalement, encore une autre en fait de pouvoir distribuer ses produits, et encore faut-il en fait trouver la demande et la consommation pour écouler ces produits. Donc contexte assez inédit, totalement chamboulé. Les effectifs sont encore aujourd'hui partiellement ou totalement confinés. Notre économie, à l'instar de beaucoup d'autres, était en hibernation depuis quelques semaines ou voire pratiquement 3 mois aujourd'hui. Il y a des perturbations assez majeures dans les relations clients et fournisseurs, que ce soit dans un cadre commercial ou par rapport au délai de paiement, qui, comme vous le savez tous, c'est un véritable point noir dans notre économie qui pèse sur les trésoreries, et a fortiori dans ce contexte. Et selon quelques analyses en fait et études qui ont été faites auprès d'un large panel d'entreprises marocaines, ce qu'on observe et ce qu'on anticipe, c'est des allongements des délais de paiement de plus de 60 ou 90 jours au-delà des délais de paiement pré-crise qui étaient eux-mêmes extrêmement longs. Donc tout cela est de nature à peser lourdement sur les trésoreries, sans parler de la volatilité du marché des taux, marché de change, marché des matières premières. Et tout cela donc se traduit par un certain nombre d'impacts en termes de baisse de l'activité et du chiffre d'affaires des entreprises, par une dégradation de la rentabilité opérationnelle. Aucun secteur n'est épargné, et même ceux qui tirent un peu leur ficelle de cette situation et préservent leur top line se voient perturbés au niveau des marges et de leur rentabilité opérationnelle. Pour citer un chiffre récent qui circule, dans l'économie marocaine, et je crois que c'est un chiffre qui a été énoncé par notre ministre des Finances, il y a un manque à gagner aujourd'hui de valeur ajoutée de l'ordre d'1 milliard de dirhams par jour de confinement. Pour vous dire l'ampleur en fait de la situation, ce qui pèse fortement sur la trésorerie et donc cause des impasses de trésorerie à court terme, voire des tensions un peu plus prononcées à moyen ou long terme. Et donc des besoins de financement complémentaires, voire dans certains cas des situations de rupture de ratio financier. On parle de breach de covenant bancaire en fait, et ce qui entraîne des discussions assez peut entraîner des discussions assez compliquées ou désagréables avec ses créanciers. Donc tout cela pour dire en fait, comme on disait en préambule, que la gestion de trésorerie et le pilotage de la trésorerie au plus fin doit être au cœur des préoccupations des dirigeants, dans la mesure où ceux-ci, en fait, finalement, doivent disposer de la bonne grille de lecture pour ne pas naviguer à vue, pour prendre les bonnes décisions, pouvoir préparer sereinement la relance et globalement gagner en sérénité et en résilience. Ceci étant dit, cela nous amène à s'interroger effectivement, et c'était une partie de la question, sur les bonnes pratiques en termes de gestion de trésorerie. Et je dirais finalement que la gestion de trésorerie optimale s'articule autour de 4 piliers ou 4 temps majeurs. Le premier, je citerai peut-être le fait de préserver la trésorerie. Il est crucial aujourd'hui, plus que jamais, en fait, de pouvoir protéger à court terme sa situation de trésorerie. Cela passe par des actions de bon sens, en fait, telle l'accélération du recouvrement. On parle souvent d'actions cash marathon pour aller chercher les créances échues ou le cash qui est sorti auprès des clients qui tarderaient à nous payer. Cela passe aussi par des actions concrètes type escompte commercial qui permet de recouvrer une partie de la créance plutôt que d'avoir une grosse incertitude sur la totalité de ces créances. Cela passe bien évidemment aussi par un contrôle strict des sorties de cash, par le report des engagements qui ne sont pas nécessaires, par la mise en place ou l'implémentation des mesures qui ont été prévues par le comité de veille économique en termes de rééchelonnement de dette ou de levée de nouveaux fonds, et on y reviendra plus tard. Donc,
premier temps, c'est vraiment de protéger la trésorerie à court terme pour se donner le temps, gagner du temps pour voir venir les choses et les situations concrètes. Ensuite, je dirais que l'autre pilier majeur sur lequel je souhaiterais insister aujourd'hui, c'est le sujet prévision de trésorerie. Il est crucial aujourd'hui, plus que jamais, en fait, de pouvoir disposer de prévisions de trésorerie qui soient fiables, qui soient robustes et modulables, en fait, pour pouvoir intégrer quelque part en temps réel les aléas de la crise. Et effectivement, par le passé, et vous le disiez, Selma, en préambule, l'un des indicateurs qu'on regardait, c'était le chiffre d'affaires. On regardait également des indicateurs tournés autour de la rentabilité opérationnelle, la rentabilité par ligne de métier. Mais aujourd'hui, en fait, plus que jamais, il est nécessaire d'avoir un tableau de bord en fait de prévision de trésorerie pour voir venir justement les situations de rupture de trésorerie, un mur de dette, et pour préparer sa relance. La relance qui est généralement consommatrice de trésorerie. Parce que typiquement, l'un des facteurs qui est le besoin en fonds de roulement repart en flèche au moment d'une reprise économique. Donc, il est nécessaire véritablement disposer de bonnes prévisions de trésorerie qui soient fiables, a fortiori dans ce contexte de crise. Et puis, le troisième pilier, je dirais, et cette crise doit servir de catalyseur, l'autre pilier, c'est de réfléchir à optimiser durablement sa trésorerie. Optimiser sa trésorerie, ça veut dire quoi? Si tout à l'heure, en fait, on a cité des actions concrètes et ponctuelles prises souvent dans l'urgence pour protéger la trésorerie, eh ben, il est utile effectivement de lancer des chantiers d'optimisation à plus long terme, en fait, qui s'inscrivent dans la durée d'optimisation de la trésorerie, que ce soit d'un point de vue opérationnel, actionner des leviers de réduction de coûts, optimiser sa supply chain, repenser son modèle, donc tous les aspects opérationnels, mais également en se penchant sur le sujet besoin en fonds de roulement, en optimisant durablement le besoin en fonds de roulement pour le transformer, ou en tout cas en transformer une partie en trésorerie de manière durable. On pourra y revenir dessus également tout à l'heure. Et puis finalement, ces prévisions de trésorerie qui seraient fiables, qui intègrent tous les leviers qu'on a pu actionner, une fois qu'elles font apparaître en fait des besoins de financement complémentaires, et ben, il est utile de lever des fonds en fait, que ce soit à travers de l'equity, des quasi-fonds propres, ou à travers de la dette, du crédit. Et il faut se tourner vers les financements court terme, explorer des pistes comme l'escompte, la facturage, des financements un peu plus long terme. On parle de d'Aman Relance aujourd'hui pour financer la relance de l'économie marocaine. Donc, explorer tous les sujets de financement et se préparer des dossiers solides pour pouvoir y répondre et pouvoir justement bénéficier des fonds nécessaires pour traverser cette crise et préparer la relance. Donc voilà, je dirais les quatre principaux piliers pour une bonne gestion de trésorerie et un pilotage au plus fin de sa trésorerie, notamment en temps de crise, je dirais. Merci Sophia. Effectivement, vous nous avez présenté des éléments probants pour essayer de faire du pilotage de trésorerie un des éléments majeurs aujourd'hui de la pérennité de nos entreprises. Je m'adresserai maintenant à Souad pour savoir quelles sont selon vous les actions qui devraient être mises en œuvre pour pouvoir justement assurer une activité pérenne de nos entreprises. Et partant de là, ben, le point le plus important, ben, sauvegarder un maximum d'emplois, justement. C'est une question qui est clé, Salma. Et très rapidement, lorsqu'on est rentré dans cette période de crise, la question qui nous a été posée par les dirigeants, par les administrateurs, c'est comment l'entreprise peut être résiliente autrement que par des licenciements? Comment sauvegarder l'emploi dans une période d'incertitude? Et bon, bien évidemment, on le sait tous, hein, aujourd'hui, il y aura un avant et un après de ce Covid, hein, dans toutes ces opérations de réorganisation et de restructuration. Une restructuration, si elle est bien conçue, elle peut améliorer la capacité de l'entreprise à se redresser. Si elle est mal conçue, on le sait, elle peut nuire aux performances de l'entreprise en dégradant le moral des salariés et leur confiance, et évidemment entraîner la perte des salariés qui ont le savoir-faire. Donc, de manière très concrète, comme je vous l'ai dit, la question qui nous a été posée quant à la préservation de l'emploi, la sauvegarde de l'emploi et la pérennité de l'activité,
c'est quels ajustements, qu'est-ce que le droit, qu'est-ce que le corpus aujourd'hui réglementaire nous autorise à faire sans avoir à licencier. Donc, évidemment, et je ne reviendrai pas dessus, on a exploré les pistes de subventions salariales publiques et toutes les mesures d'aide financière aux entreprises qui ont été offertes par le gouvernement. Mais il y a tous ces sujets de ce qu'on appelle le redéploiement interne au sein de l'entreprise ou la reconversion. Et l'idée, c'est de développer les compétences des salariés plutôt que de les licencier et ensuite de recruter une fois l'économie relancée. Donc comment ? Tout d'abord, on l'a tous vécu, on le vit tous, l'introduction de nouveaux modes de travail, évidemment en se reposant sur les nouvelles technologies, des horaires de travail alternatifs. Donc là, évidemment, je pensais au travail à distance, à des aménagements flexibles au niveau du temps de travail, mais également, on a un dispositif en droit marocain qui est la réduction du temps de travail. C'est l'article 185 du Code du travail qui permet effectivement de réduire le temps de travail sur une durée de 60 jours avec un impact sur la rémunération à hauteur. Évidemment, ces aménagements-là sont, j'allais dire, soumis à une discussion, à un accord avec les représentants du personnel. Et j'en viens au deuxième élément clé dans cette recherche de la pérennité de l'activité et de la préservation de l'emploi, c'est, et on le voit bien, on assiste aujourd'hui à une redéfinition du dialogue social avec les représentants du personnel, parce que tout le challenge, ça va être de instaurer de la confiance dans le processus entre les différentes parties prenantes, les salariés et évidemment l'organisation. Et donc nous, nos recommandations, c'est évidemment de partager le plus possible en amont avec les représentants du personnel, d'une part, toutes les mesures de soutien aux entreprises qui ont pu être utilisées, les mesures de sécurité et de santé au travail, c'est quand même un point qui est essentiel, et que cette consultation ne soit plus qu'une formalité, que ça devienne un temps d'échange et de partage des idées pour impliquer au maximum les représentants du personnel dans la mise en œuvre de ces réorganisations. Et comme je vous l'ai dit, à notre sens, c'est vraiment la promotion de la transparence, de la confiance et de l'engagement dans le processus de toutes les parties prenantes. Donc, en termes j'allais dire, de bonnes pratiques, sur ce volet social, l'une des clés, c'est ce dialogue qui est permanent, qui doit être permanent entre la direction, les travailleurs et les représentants du personnel. Pour que demain, évidemment, on est déjà dans le demain, dans l'après, le jour d'après, on ait toutes les bases de la flexibilité, en fait, pour les réorganisations à venir. Très bien. Merci Souad. Je comprends effectivement que là, depuis une dizaine de jours, on est quand même dans la relance, dans comment trouver, comment maintenir nos clients, comment faire un maximum pour que notre activité continue à être pérenne et à sauvegarder un maximum d'emplois. Maintenant, pour que cette activité reste pérenne, il est clair que la trésorerie est un des acteurs, est une des clés majeures de cette, je dirais, de cette prévision de l'avenir. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, Sophia, s'il vous plaît, comment, de manière concrète, préparer un tableau de bord, donc qui serait consacré à cette prévision de trésorerie? Donc, de manière concrète, comment faire pour que ce tableau de bord soit le plus proche possible de la réalité et qu'il nous permette justement d'anticiper nos besoins pour pouvoir financer en fait notre fonds de roulement à venir. Tout à fait. Effectivement, comme vous le soulignez, l'urgence du moment de ce qu'on comprend de nos échanges avec les différentes entreprises ou dirigeants que nous accompagnons, c'est qu'ils sont très focalisés
très focalisé en fait sur déjà la santé et la sécurité des collaborateurs, l'organisation du télétravail et des nouveaux modes de travail qu'évoquait Souad, mais également préparer la relance, assurer la pérennité, etc. Mais il est clé de se recentrer sur cet outil en fait de tableau de bord qui est clé aujourd'hui, combien même l'urgence paraît être ailleurs à plus d'un titre. Il est clé parce qu'il en va de la stabilité du business. Parce que lorsqu'on a du cash, on a du temps en fait, et lorsque finalement on a du temps, on peut explorer beaucoup d'options et beaucoup d'options notamment de restructuration ou de réorganisation. C'est essentiel en fait pour la relance et pour la reprise de pouvoir anticiper les différents paramètres d'un tableau de bord. Donc il faut vraiment intégrer ce paradigme lorsqu'on prépare un tableau de bord de prévision de trésorerie. Et puis, même dans les discussions avec les partenaires et notamment avec les créanciers, il est clé de montrer qu'on a réfléchi à ces prévisions, à différents scénarios de sortie de crise pour gagner en crédibilité et maximiser ses chances en fait d'octroi de financement notamment. Alors pour revenir à la question effectivement qui est comment faire concrètement pour établir des prévisions qui soient les plus fiables possibles et les plus robustes, je commencerai d'abord par évoquer le sujet de la responsabilité. En termes de responsabilité, c'est un projet d'entreprise. Ça doit être appréhendé comme un projet d'entreprise. Ce n'est pas seulement la direction financière ou le directeur financier qui le fait dans son coin ou le trésorier. Bien évidemment, c'est piloté par la direction financière, mais il faut impliquer de nombreux intervenants, que ce soit sur la partie commerciale, donc impliquer les commerciaux pour anticiper au mieux les hypothèses de vente, et ne pas laisser de marge pour l'approximation, tenir compte des délais de règlement clients réels en fait et des décalages potentiels qui pourraient être accordés à ces clients. Donc bien impliquer en fait tout ce qui est contact client, responsable de recouvrement, etc. pour positionner en fait les hypothèses d'encaissement les plus fines possibles. Impliquer la direction des achats pour tenir compte des engagements à venir. Donc tout cela pour dire que c'est véritablement un projet d'entreprise qui doit impliquer de nombreux intervenants. Ensuite, en termes de méthode, on parle souvent de cash flow prévisionnel ou de prévisions qui partent du résultat ou de l'EBITDA pour établir en fait un cash flow prévisionnel. Là, en l'occurrence, pour disposer d'un tableau de bord en fait qui aide à piloter au plus fin la trésorerie, il est nécessaire de se baser plutôt sur une méthode directe des encaissements-décaissements. C'est-à-dire partir de ses ventes, de ses encaissements, partir de sa balance client pour positionner véritablement en fait tous les encaissements attendus et de la même manière repositionner tous les flux de cash out en fait ou de décaissement à venir, que ce soit en termes de décaissements fiscaux, de salaires, d'achats, de règlements fournisseurs, de la même manière sur la balance fournisseur, sur la base des termes agréés. Donc véritablement une méthode des encaissements-décaissements pour piloter au plus fin la trésorerie. Après, la question qui se pose, c'est en termes de durée. Quelle est la durée de ce plan ou de ce tableau de bord, en fait? Quelle durée doit-il couvrir? Donc, généralement, ce qu'on préconise, c'est une durée de 8 à 13 semaines. Alors, 8 semaines, vraiment, si on manque de visibilité, mais généralement, on préférera une durée de 13 semaines, ce qui correspond à un trimestre d'activité finalement, ce qui est finalement suffisamment long pour voir venir les situations d'urgence et pouvoir prendre les bonnes décisions, et puis finalement suffisamment resserré dans le temps pour avoir la visibilité nécessaire qui est clé dans cet exercice pour pouvoir être le plus fiable possible. Donc après se pose la question de la revue, de la fréquence de la revue. Ce qu'on préconise là encore, c'est une mise à jour hebdomadaire. Voilà, c'est pas des prévisions de trésorerie au mois le mois, mais vraiment mener l'exercice de manière hebdomadaire et puis revoir de manière régulière pour rapprocher le réel de l'atterrissage de trésorerie attendue afin d'apporter les ajustements ou la réadaptation nécessaire pour que le modèle gagne en résilience et en finesse. Il faut également, et ça c'est un point qui est souvent occulté ou oublié, en fait, tenir compte des pics intra-hebdomadaires. C'est-à-dire, c'est une chose effectivement de faire ces atterrissages de dette à la fin de chaque semaine, mais effectivement, il ne faut pas omettre de regarder les pics à l'intérieur d'une semaine donnée pour tenir compte d'engagements spécifiques et finalement ne pas avoir de mauvaises surprises en termes de besoins de cash ou de besoins de financement pour faire face à des décaissements ou des engagements importants à l'intérieur d'une semaine donnée. Et puis enfin, je dirais que le modèle doit être flexible
flexible, modulable. Il faut, en ces temps de crise, en fait, le budget, un budget individuel ne veut plus rien dire finalement. Il faut réfléchir à des scénarios de sortie de crise qui, qui tiennent compte de différents scénarios en fait de l'ampleur et de la rapidité de la reprise, de l'ampleur de la crise et de la rapidité de la reprise. Il faut généralement réfléchir à un cas de base, un base case, un cas de base en fait qui traduit la conviction du management, et puis réfléchir également à un cas plus dégradé, à un cas pessimiste ou un worst case pour pouvoir en fait appréhender les différents scénarios, et la rapidité de la reprise qui peut différer selon plusieurs éléments pour ne pas avoir de mauvaises surprises encore une fois et bien appréhender tous les besoins de financement nécessaires. Et puis finalement, bien garder en tête de réfléchir et de voir de près toutes les marges de manœuvre disponibles qui restent en fait en entreprise en termes de lignes de financement ou de lignes à tirer pour pouvoir calibrer justement au plus fin le besoin de financement en fonction, encore une fois, de ces différents scénarios. Justement, c'est un exercice où il faut apporter de la méthode et un exercice qu'il faut mener au plus fin pour être évidemment précis et avoir quelque chose de robuste, notamment en ces temps de crise. Justement, Sophia, une fois qu'on a préparé ce tableau de bord et qu'on a des prévisions de trésorerie, quels leviers les entreprises peuvent utiliser pour justement optimiser cette gestion de la trésorerie de manière durable? Alors effectivement, c'est une question clé dans la mesure où, comme on le disait tout à l'heure, l'un des piliers à garder en tête, c'est de bien réfléchir à optimiser durablement sa trésorerie. Comme on le disait, effectivement, cette crise, quelque part dans notre valeur générale, on va dire, doit agir comme un véritable catalyseur pour changer profondément les choses dans les entreprises, pour mener des chantiers de transformation, que ce soit au niveau des opérations, au niveau de la structure de coûts, au niveau de la supply chain ou la chaîne de valeur ou d'approvisionnement, mais également au niveau de la gestion du BFR qui, selon les entreprises, est plus ou moins optimisé. Pour ce qui est de tout ce qui est, pour ce qui est en fait des leviers de réduction de coûts, précisément, alors il faut véritablement mener une véritable réflexion, mener des chantiers d'optimisation de coûts qui passent tout d'abord par des actions de bon sens, tout d'abord en fait par une chasse au gaspillage. Aujourd'hui, plus que jamais en fait, on est dans la nécessité de réduire la voilure en fait, de revoir ses charges voilà pour les gérer au mieux. Le deuxième levier, je dirais, en termes de réduction de coûts, c'est de bien réfléchir à sa structure de coûts, dissocier ce qui est ses coûts fixes de ses coûts variables et pour pouvoir justement variabiliser au maximum sa structure de coûts pour justement gagner en flexibilité afin de faire face à des baisses potentielles de volume, à la volatilité du marché, à l'incertitude générale qu'on est en train de vivre. Donc, véritablement variabiliser sa structure de coûts, et ça, c'est clé par les temps qui courent. Ça peut revêtir plusieurs formes, en fait, ça peut être l'occasion de réfléchir à des solutions d'externalisation, à des sujets de sous-traitance. Voilà, donc effectivement, variabiliser au maximum ses coûts pour gagner en flexibilité. C'est peut-être l'occasion également de regarder de près ces contrats pour revoir les conditions d'achat, revoir les contrats avec les prestataires de services. Il y a potentiellement des gisements importants en termes d'économie de coûts à aller explorer dans ce sens-là, en fait. Et enfin, bon, c'est jamais la situation optimale, mais lorsqu'il en va de la viabilité et de la continuité de l'entreprise, il y a effectivement des sujets d'optimisation des effectifs, des sujets de disposition sociale qu'évoquait Souad en termes de réduction de temps de travail ou d'optimisation qu'il faut explorer sans pour autant toucher profondément à son capital humain qui est nécessaire justement pour préparer la relance. Ça, c'est sur tout ce qui est volet réduction de coûts. Toujours dans la partie purement opérationnelle, il faut également explorer la supply chain, la chaîne de valeur. Et effectivement, on pense souvent que lorsqu'un acteur de la chaîne ou un fournisseur est fragilisé,
ça perturbe la chaîne de valeur, ça crée des situations de rupture de stock ou ça fragilise sa chaîne d'approvisionnement. En fait, ça va au-delà de ça dans la mesure où pour trouver des solutions de substitution, ça génère très souvent en fait des surcoûts assez importants. Et donc, il est important de regarder de près, de faire un véritable diagnostic de sa supply chain, de sa chaîne d'approvisionnement et chaîne de valeur aujourd'hui, pour que celle-ci gagne en résilience et gagne en proximité. On a tous vu en fait les impacts de dépendance de tel ou tel fournisseur ou telle région dans la mesure où tout se mondialise aujourd'hui. Et ben, il faut aujourd'hui plus que jamais repenser peut-être son modèle, sa supply chain, pour gagner en résilience et en proximité. Ça, c'est tout. Très rapidement, c'est tout ce qui touche à la réduction de coûts, à l'optimisation des opérations de la chaîne de valeur. Après, tout ce qui est besoin en fonds de roulement, effectivement, c'est un thème qui revient de manière assez récurrente dans les entreprises en termes de bonne gouvernance et de best practice quelque part. On entend souvent ce thème et a fortiori aujourd'hui, il est nécessaire de se pencher véritablement sur le sujet besoin en fonds de roulement. Et même dans un cadre de relance, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, le besoin en fonds de roulement repart généralement en flèche quand il y a relance et reprise économique. Donc, il est nécessaire d'optimiser son BFR pour pérenniser durablement la position de cash d'une entreprise. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est peut-être l'occasion d'explorer au mieux ce chantier important. Pour cela, effectivement, il ne faut pas se baser sur l'autodiagnostic, c'est vraiment une somme de petits ruisseaux, comme on dit généralement. Il faut vraiment s'intéresser aux composantes clés du besoin en fonds de roulement en se focalisant sur le BFR d'exploitation, c'est-à-dire toutes les composantes de stock, de clients, de fournisseurs, se pencher en fait et analyser chacun de ces cycles, de ces process et les sous-process associés de manière approfondie. Et pour cela, il faut mener un diagnostic des différents process pour identifier les éventuelles fragilités. Et puis, une fois ces fragilités identifiées, définir un plan d'action pour implémenter des actions à court terme et définir des objectifs mesurables à long terme pour ce qui peut dégager des dizaines, voire des centaines de milliers de dirhams, voire un peu plus lorsque on parle de sociétés ou d'entreprises plus importantes. Pour donner quelques exemples concrets, si on commence par le cycle client, il est important effectivement de mener une gestion active et proactive de ses clients. Et pour cela, il ne s'agit pas en fait de regarder les KPI classiques de DSO ou de délai de règlement en fait, qu'on appelle les DSO, dans la mesure où finalement avoir un DSO de 90 jours qui dévie de 3, 5, 10 jours, regarder cela de manière froide finalement, ça ne permet pas d'avoir les réponses nécessaires ou d'apporter les réponses nécessaires en termes d'action corrective. Il faut plutôt en fait décortiquer tout le process qu'on appelle, excusez-moi l'anglicisme, en fait order to cash, c'est-à-dire qu'on décortique tout le process de la prise de commande jusqu'à la facturation, enfin la négociation même des termes de règlement de par les commerciaux. On regarde le sous-process de facturation, d'encaissement, la gestion de la relance, la gestion des litiges. Et une fois qu'on a décortiqué les process, il faut analyser tous les flux transactionnels en fait pour pouvoir identifier là où il y a des dérapages, là où il y a des choses perfectibles, là où on peut gagner des jours de délai en fait en instaurant quelques mesures assez simples. C'est comme ça comment il faut voir effectivement les choses en menant un vrai travail d'investigation sur les process, sur chacun des process. Et puis finalement, également, dans cet exercice d'optimisation de BFR, il est nécessaire aussi de segmenter ses clients, je dirais, dans la mesure où on ne mène pas les mêmes mesures ou les mêmes actions de la même manière pour tous les clients, en fait. Pour vous donner un exemple, des gros clients ou des clients bons payeurs, on va utiliser plutôt une relance douce, là où pour des mauvais payeurs ou des clients avec lesquels on génère une marge négative, il va falloir mettre un peu plus d'efforts sur la relance commerciale, peut-être relancer au lendemain de l'envoi de la facture et instaurer des routines en fait pour espérer être payé à temps. Donc tout cela pour vous dire qu'il y a une multitude d'actions à mener une fois qu'on a fait le diagnostic de chacun des cycles en fait qui rentrent dans le besoin en fonds de roulement. De la même manière, on va mener la même réflexion côté fournisseur en fait,
en décortiquant le cycle du sourcing, de l'approvisionnement jusqu'au règlement, pour identifier les process et là où il y a potentiellement moyen de gagner des jours de règlement ou d'améliorer le BFR. Et de la même manière pour le stock, il faut décortiquer le process, que ce soit de la planification de la prévision de la demande, la planification de la production, la livraison, en passant par la fabrication, le transport, etc. Tout cela pour identifier les sources d'économie et là où il y a matière à réduire de manière pérenne en fait son stock. Dès qu'on regarde le BFR, comme vous l'avez vu, en fait, c'est des allers-retours permanents entre des sujets opérationnels et des sujets financiers pour justement diagnostiquer au mieux, identifier les actions correctives et véritablement identifier là où il y a moyen en fait de transformer durablement des composants du BFR en cash finalement, pour gagner en pérennité et en résilience. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue sur ce sujet. Non, effectivement, ça a été très clair. Vous nous avez vraiment bien expliqué de manière concrète comment déterminer un vrai BFR et comment pouvoir actionner au mieux chacun des leviers qui constituent ce BFR pour justement optimiser au maximum et de manière durable sa trésorerie. Maintenant, une fois qu'on a fait tout cet exercice-là, très certainement et dans la majorité des cas, il y a des besoins de financement qui se font ressentir. Quels sont donc ces différents instruments qui peuvent être activés par les entreprises pour pouvoir traverser cette crise? Et Sophia, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils en matière de pour bien préparer en fait son dossier de financement? Ah, absolument, absolument. Effectivement, une fois qu'on a préparé cette prévision, qu'on y a intégré les différents leviers générateurs de trésorerie, on peut tout de même, ou en tout cas les prévisions de trésorerie peuvent tout de même faire apparaître des besoins de financement à couvrir. Que ce soit pour traverser la crise ou pour faire face en fait aux impacts qui peuvent intervenir post-reprise. Comme on le disait tout à l'heure, c'est consommateur de trésorerie, donc il faut potentiellement préparer dès maintenant des financements complémentaires. Et effectivement, en termes d'outils de financement, on peut avoir recours à des financements court terme. Je rappellerai Daman Oxygène qui a mis du temps à se mettre en place, mais qui a bénéficié à plus de 20 000 entreprises, il me semble. On parle aujourd'hui d'une enveloppe de l'ordre de 12 milliards de dirhams. Donc, ça a été pas mal sollicité par les entreprises et il y a encore moyen, je dirais, d'aller obtenir ou chercher de tels financements pour couvrir justement ces charges de fonctionnement à court terme, en fait. Et je rappelle, c'est un prêt qui est au taux de l'ordre de 4%, donc taux directeur plus 200 points de base, qui est remboursable d'ici la fin de l'année, voire on peut bénéficier en fait de 5 ans, il me semble, de maturité si les entreprises traversent de vraies difficultés. Donc, c'est un premier financement à mettre en place pour traverser cette crise actuelle. Après, il faut explorer effectivement d'autres pistes, type escompte bancaire, qui est une ligne de financement proposée par de nombreuses banques, finalement, par quasiment toutes les banques. On est sur des taux autour de 5-6%, et cela permet d'avoir finalement un financement à court terme qui permet d'alléger son VFR. Il y a d'autres solutions type affacturage qui ont eu beaucoup de succès sur ces dernières années au Maroc, qui coûtent un petit peu plus cher, d'où la réticence peut-être de certaines entreprises. On est sur peut-être du 6% ou un peu plus, dans la mesure où là, pour le coup, c'est des outils qui permettent de se dégager finalement de toute la créance client et des soucis de recouvrement qui sont associés, qu'on transfère chez le facteur. Il y a également d'autres solutions de type leasing, de type sale and leaseback, qui permettent d'alléger la structure bilancielle et disposer dans l'immédiat en fait de fonds qui peuvent être utiles pour préparer la relance. Et puis justement par rapport à la relance, il y a Daman Relance qui prend le relais ou Relance TPE ou Daman Relance, qui prend le relais de Daman Oxygène et qui permet là encore de bénéficier de fonds pour préparer sa relance au taux capé, il me semble, de 4%, donc c'est un cap. Il y a moyen peut-être dans les mois à venir de bénéficier d'un petit peu moins. Donc taux capé à 4%, remboursement sur 7 ans avec 2 ans de délai de grâce. Donc voilà, il y a quelques options qui s'offrent aujourd'hui aux entreprises. Mais comme vous le disiez, il est clé de préparer un dossier de financement qui soit solide et cohérent.
notamment dans le contexte actuel où les banques sont très regardantes, seront peut-être très prudentes dans la mesure où il y aura vraisemblablement des risques de défaillance. Donc, il est utile, je dirais, de réfléchir de garder en tête 3 piliers pour avoir un dossier de financement qui soit solide et cohérent. Il faut, il faut d'abord s'appuyer sur la performance historique. S'appuyer sur la performance historique dans la mesure où il faut véritablement rappeler à la banque ou aux créanciers qui on était avant la crise, rappeler la force de ces fondamentaux, revenir sur 2-3 exercices pour rassurer sur la capacité de génération de cash flow positif. Il faut ensuite évaluer et structurer le besoin qui est né de la crise. Et ça rejoint le sujet des prévisions de trésorerie. Il faut démontrer qu'on a réfléchi au scénario de sortie de crise, qu'on a calibré au mieux le besoin en financement, qu'on s'appuie sur des prévisions fiables et robustes. Et puis, il faut bien évidemment apporter de la visibilité sur l'activité, sur la génération de cash, rassurer le créancier sur le business model, sur les fondamentaux, montrer qu'on a traversé la crise et qu'on s'y est adapté, ce qui est de nature à rassurer un créancier, montrer qu'on a réfléchi aux différents scénarios de sortie de crise pour appréhender le meilleur, mais aussi le pire, malheureusement. Et tout cela est de nature à rassurer sur la capacité de remboursement et à rassurer finalement un créancier et ne pas hésiter justement parfois à se faire aider ou se faire assister pour monter de vrais dossiers, mener de vraies revues en fait, pour maximiser les chances de nouveaux financements dans la mesure où les enjeux aujourd'hui sont très importants, que ce soit pour continuer à traverser cette crise et avoir du souffle ou pour préparer sereinement sa relance et gagner en sérénité et en résilience. Donc voilà en quelques mots, je dirais quelques recommandations pour disposer d'un dossier le plus solide possible. Merci beaucoup. Effectivement, les temps sont difficiles et forcément les banques sont un peu plus regardantes. Et justement, je me permets de revenir vers Souad pour avoir un regard juridique sur l'impact sur les anciens contrats et les anciens encours bancaires lorsqu'il y a eu des difficultés ou autres. Quels sont les impacts et quels sont en fait les points d'attention qu'il faudrait regarder de près? C'est une question importante, Salma. En fait, nous, les questions auxquelles nous sommes amenés à répondre, c'est surtout sur les problématiques de covenants bancaires. Et je pense notamment, enfin, les covenants bancaires qui, dans les contrats de prêt, donc, ce sont des clauses qui imposent aux sociétés de respecter des ratios financiers. Également tous les covenants qui imposent une obligation, enfin l'autorisation préalable de la banque en cas de, j'allais dire, de réorganisation de l'entreprise, de modification de la structure juridique, de sa gouvernance, de son actionnariat. Et vous le savez, en cas de non-respect d'un covenant, la sanction peut être très lourde. Alors, c'est évidemment l'exigibilité immédiate de l'intégralité du montant de l'emprunt restant dû, mais ça peut être également des pénalités. Donc, aujourd'hui, évidemment, on ne s'attend pas à ce que les banques prennent le risque de précipiter des cessations de paiement, voire des liquidations judiciaires, à moins qu'il y ait d'autres, évidemment, d'autres signaux d'alerte qui donnent à penser que l'entreprise est au bord du dépôt de bilan. Mais en tout état de cause, ces sujets de covenant bancaire peuvent vite devenir des moyens de pression sur les dirigeants. Donc nous, notre conseil, j'allais dire, il y a les contrats en cours et les nouveaux contrats bancaires à conclure. Et s'agissant des contrats en cours, nous, ce qu'on recommande à nos clients, c'est de faire l'exercice déjà de passer en revue tous les contrats bancaires, d'identifier ces covenants et d'évaluer les risques qui sont encourus en cas de non-respect. Et si un non-respect est anticipé, évidemment, on recommande de contacter la banque pour éviter ces exigibilités anticipées et ces pénalités contractuelles. Donc ça, c'est pour les contrats en cours.
Donc l'idée, c'est faire cet état des lieux et de solliciter les ajustements en temps utile avec la banque. S'agissant des nouveaux emprunts, ce qu'on recommande évidemment, c'est de limiter les risques et on appelle à de la vigilance à l'avenir dans les nouveaux contrats à conclure. Je ne sais pas s'il y a des banquiers autour de ce webinaire, mais en tout cas, les covenants sont des contrats négociables, hein. Donc, ce qu'on recommande à nos clients, c'est que si un ratio n'est pas atteignable ou difficilement tenable, on recommande d'en négocier un plus réaliste. Et surtout, dans la perspective des réorganisations à venir, ce qu'on recommande, c'est d'éviter les obligations d'obtenir l'accord préalable de la banque avant de procéder à une opération importante de réorganisation et de solliciter plutôt des simples obligations d'information et pas d'autorisation préalable. Donc voilà en substance, Selma, sur les sujets sur l'exemple des covenants bancaires. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples lors de vos échanges avec les dirigeants sur les enjeux, les points d'attention dans ce contexte particulier? Alors là, oui, c'est un sujet d'inquiétude, en fait, mais d'ailleurs dès le début de cette période, hein, et encore plus maintenant à la sortie de cette crise, dans la préparation de la sortie de crise. Aujourd'hui, en fait, on a les points d'attention et les enjeux sur lesquels les dirigeants et les administrateurs nous sollicitent. J'allais dire, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est une problématique liée à leur responsabilité et à la réputation. C'est de dire, mais voilà, dans quelle mesure je peux être amené à être personnellement responsable dans la gestion de la crise. Et le second, qui est complètement lié, c'est et c'est un sujet qui va arriver à l'ordre du jour, on le sent, c'est les procédures de sauvegarde, les procédures de faillite de manière générale et la loi sur la sauvegarde. La loi sur la sauvegarde est entrée en vigueur au Maroc il y a 2 ans maintenant. Et alors la sauvegarde, hein, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne le connaissent pas, c'est pas la cessation des paiements, c'est pas une cessation de paiement, hein. On n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire. C'est vraiment un mécanisme de prévention, de prévenir le dépôt de bilan, qui est une souplesse qui est accordée à l'entreprise pour agir en amont. Et l'intérêt de la sauvegarde, on a eu 2 cas à la fin de l'année de grandes entreprises qui se sont placées sous la sauvegarde. J'allais dire, l'intérêt de la sauvegarde, c'est la suspension des actions en cours, et notamment le gel, comme d'ailleurs le prévoit le redressement ou la liquidation judiciaire, c'est l'interdiction de payer donc les créances antérieures à la sauvegarde. Et ça, c'est cette procédure de sauvegarde qui n'est pas très appréciée des banquiers parce qu'elle protège évidemment l'entreprise, parce qu'il y a également une suspension du cours des intérêts, avec l'interdiction des inscriptions de garantie post-ouverture de la sauvegarde. On s'attend à ce que les entreprises se placent sous cette protection-là. L'inconvénient de la sauvegarde, et c'est lié au point de la réputation, c'est que c'est une procédure judiciaire et qu'elle est publique. Donc, j'allais dire, le marché, les tiers en ont connaissance. Donc là encore, c'est la juste mesure entre se placer sous un mécanisme de protection judiciaire et le faire savoir, en fait. Et c'est ce curseur-là sur lequel aujourd'hui nous sommes amenés à nous interroger avec nos clients sur cette opportunité-là. Mais définitivement, pour nous, la sauvegarde est un moyen de protéger l'activité, l'emploi et sauvegarder l'entreprise. Merci Souad. Mesdames, pour conclure, si vous aviez un conseil en quelques mots à donner à nos entreprises du programme Élite Maroc, quels seraient ces conseils?
Peut-être pour ma part, sur les volets plus financiers, je dirais souscrire en fait pour anticiper au mieux, vraiment anticiper, prévoir, anticiper les différents scénarios de sortie de crise pour pouvoir voir venir les situations, que ce soit des situations tendues ou de rupture de trésorerie ou calibrer en fait la relance ou calibrer ses besoins de financement. Donc vraiment dans l'anticipation pour pouvoir avoir la bonne grille de lecture, prendre les bonnes décisions et ne pas naviguer à vue, surtout dans ce contexte d'incertitude assez inédit, je dirais. Et moi, en fait, c'est complètement dans le sens de. Enfin, c'est complètement en complément de ce qu'évoque Sophia. Moi, je dirais communiquer. Communiquer, renforcer sa communication avec les différentes parties prenantes, vos actionnaires, votre conseil d'administration, vos salariés, la banque. C'est plus que jamais un moment où il faut être dans j'allais dire, dans le partage. Et je l'évoquais tout à l'heure en début de webinaire sur la consultation des délégués, des représentants du personnel. Voilà, bon, à mon sens, c'est vraiment la communication. Il doit être plus que jamais une clé d'ouverture. Nous arrivons effectivement donc au terme de cette présentation. Nous allons ouvrir le débat aux questions-réponses. Donc vous pouvez poser vos questions directement aux co-animateurs via le canal chat. Donc Sophia et Soed se feront un plaisir d'y répondre. Donc on attend vos questions. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Soed et Sophia, pour l'amabilité d'avoir bien voulu co-animer ce webinaire à destination des entreprises élites. Et puis, nous ne manquerons pas de donner vos contacts, le cas échéant, à nos entreprises qui souhaiteraient vous poser des questions de manière en aparté. Un grand merci, Selma. Un grand merci à tous et n'hésitez pas si vous souhaitez prolonger cet échange en nous contactant directement. Merci beaucoup à tous. C'est un plaisir, Selma. Et effectivement, n'hésitez pas à nous contacter au besoin. Et bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.